Il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à confondre les relations toxiques et les personnes toxiques. Et malheureusement, on a tendance à trop souvent assimiler les personnes toxiques aux relations toxiques. On va prendre l'exemple des pervers narcissiques. Aujourd'hui, c'est devenu un terme très courant. C'est un terme qui a été inventé d'ailleurs dans les années 80, si je me souviens bien, 80 ou 85, je crois que c'est les années 80, par un psychanalyste psychiatre français. Et en fait, on le retrouve surtout en France. C'est un terme qui n'apparaît pas dans les manuels psychiatriques, donc qui n'est pas reconnu comme étant une psychopathologie. Par contre, on l'utilise énormément et à écouter les gens aujourd'hui, on a du pervers narcissique partout et à toutes les sauces. C'est-à-dire que quand le patron, quand on ne s'entend pas avec sa hiérarchie, qu'on est victime de harcèlement par exemple, on va être victime d'un pervers narcissique. Quand dans un couple ça ne fonctionne pas, eh ben, l'autre devient un pervers narcissique. Dans la relation parent-enfant, etc., dans la relation parent-enfant également, quand il y a une toxicité de la relation, on va aussi parler de perversion narcissique. Alors que finalement, aujourd'hui, les chiffres, il n'y a pas d'études scientifiques officielles puisque les pervers narcissiques ne sont pas des gens qui demandent du soin, donc on ne sait pas vraiment, on n'a aucune étude qui peut vraiment, sur laquelle s'appuyer. On va dire que les chiffres tournent entre, dans certains livres, on peut trouver 2%, 1 à 2%, ce qui est rien du tout. Et on a un psychiatre qui, lui, parlerait de 10% à peu près de pervers narcissiques. Sachant que pervers narcissique, c'est autant valable pour les femmes que pour les hommes. Le souci, c'est qu'on a tendance à confondre les pervers narcissiques avec les relations toxiques, donc type triangle dramatique de Cartman, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais parce qu'il y a des critères qui sont communs. Maintenant, pour dire qu'on est dans une perversion narcissique, on rentre dans une forme de psychopathologie et là, il y a un tableau clinique. Et pour qu'il y ait ce tableau clinique, il faut, suivant les personnes qui en parlent, on parle d'une quinzaine de critères. Il y a 30 critères à peu près qui correspondent à la perversion narcissique, mais ce n'est pas un ou deux critères parmi ceux-là. Il faut minimum 15 critères pour dire que la personne est perverse narcissique. Donc, ça ne correspond pas quand même à tout le monde. On va retrouver des critères assez communs, des critères qu'on peut retrouver dans toutes les relations de manipulation. Maintenant, on est tous manipulateurs. On a tous un côté comme ça manipulateur, ne serait-ce qu'en couple, par exemple, ne serait-ce que dans la relation hiérarchique professionnelle, quand on a des objectifs à atteindre, on peut mettre la pression. On peut culpabiliser l'autre, on peut avoir des traits comme ça, parfois un peu froid, un peu distant, on peut avoir une forme d'égoïsme, on peut avoir différents traits qu'on va retrouver chez les pervers narcissiques, mais une fois de plus, on ne peut pas poser un diagnostic sur 2-3 caractéristiques. Donc on parle d'une trentaine de caractéristiques, minimum 15 caractéristiques pour poser un diagnostic et les professionnels eux-mêmes disent que c'est extrêmement dur de diagnostiquer, de savoir, de pouvoir vraiment dire que la personne est perverse ou pas. La perversion narcissique, elle est le fait de personnes qui eux-mêmes, très souvent, ont été élevées dans un certain type d'environnement, qui ont souvent été l'objet narcissique du parent ou au contraire complètement délaissé et abandonné. Donc on a quand même des profils. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait qu'on va avoir des profils. Donc ça peut être de type environnementaux. Il y a une piste qui tend à dire que ce serait une sorte de bug comme ça, avec une particularité psychologique, mais en fait, il n'y a pas de structure psychique propre à la perversion narcissique, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de traitement aujourd'hui. On n'est pas capable de dire comment on traite et comment on soigne un pervers ou une perverse narcissique. On sait que ça fait beaucoup de dégâts. Les victimes, hommes ou femmes de pervers narcissiques, sont souvent, quand elles s'en sortent, sont souvent très très esquintées. Donc il va falloir faire un travail de reconstruction qui est souvent important. Mais là encore, il y a une question intéressante qui se pose, c'est que finalement, la personne
qui vit ou qui en tout cas qui est en relation avec un pervers ou une perverse narcissique, est-ce qu'elle est réellement une victime qui subit ou est-ce qu'elle n'est pas aussi complice? Alors ça fait toujours un peu peur quand on dit ça. Comment ça, complice? Non, c'est une victime, elle subit. Pas tout à fait, parce qu'il y a un jeu relationnel. Et que finalement, pour que le pervers narcissique ou la perverse narcissique puisse avoir une emprise sur sa victime, il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait comme une danse en fait finalement. Pour danser, il faut être deux. Pour une partie de tennis, il faut être deux aussi. Si l'autre n'envoie pas la balle, le jeu ne prend pas. Donc, un pervers ou une perverse narcissique ne peuvent exister, ne peuvent fonctionner qu'avec une personne qui rentre et qui joue dans ce jeu relationnel. Et c'est là que ça devient difficile de savoir s'il s'agit d'une relation qui est perverse, qui est toxique, ou s'il s'agit d'une personne qui est perverse et toxique. Quand on prend le triangle dramatique, donc le triangle qu'on appelle le triangle de Karpman, on a un jeu relationnel sur trois parties. On a ce qu'on appelle le persécuteur, on a la victime, qu'on peut appeler aussi parfois le plaignant, et on a le sauveur. Le persécuteur a besoin pour exister forcément d'une victime. Il ne peut exister que s'il a une victime à persécuter. Donc la victime joue un rôle. Si la victime ne joue plus son rôle, le persécuteur ne peut plus exister. De la même manière qu'une victime, quelqu'un qui est dans une posture dite de victime, va avoir besoin, pour justifier sa posture, va avoir besoin d'un persécuteur. Donc elle va alimenter aussi au niveau inconscient le jeu relationnel qui va être toxique, qui va créer une forme de jeu pervers. Donc finalement, la victime, malgré le fait qu'elle subit, prend une part aussi active à ce jeu-là. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle le sauveur qui existe à travers le fait d'avoir une victime à sauver. Donc le sauveur ne peut exister que s'il y a une victime. Donc on va avoir comme ça un duo qui va se créer et la victime va nourrir le sauveur et le sauveur va permettre aussi à la victime d'alimenter son besoin d'être sauvée, etc. On a tous les trois postures en nous, c'est-à-dire que potentiellement on peut tous être persécuteur, victime ou sauveur. Suivant les jeux et les correspondances qu'on a en face de nous, on va plutôt être dans une posture ou dans une autre. Ça ne fait pas de nous des personnes qui sont toxiques finalement. Ça ne fait pas de nous des personnes toxiques, ce sont les relations qui sont toxiques. Et on peut tous devenir toxiques pour quelqu'un. Donc du coup, est-ce que vraiment on a du pervers narcissique partout ou est-ce que finalement ce n'est pas les relations qui vont créer comme ça une forme de perversion, une forme de toxicité qui fait qu'on va assimiler ça à la perversion narcissique? Je vais on va prendre l'exemple du monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise favorise aujourd'hui ce type de relation. Puisqu'on est dans une société de consommation, on a besoin de produire plus. Et du coup, on va avoir un système de hiérarchie avec les N+1, N+2, etc. Et avec une pression donc, qui arrive du haut et qui se répercute à chaque fois sur le bas. Donc, à chaque fois, la personne, en fait, va recevoir la pression et va retransmettre la pression. Donc là, du coup, il peut y avoir effectivement une forme de toxicité dans la relation, puisque la personne va devenir comme une sorte de persécuteur. Et finalement, c'est les salariés, c'est les personnes qui vont être au niveau hiérarchique le plus bas qui vont recevoir toute cette pression. Maintenant, on peut avoir 10 salariés et ils ne vont pas vivre la pression de la même manière. C'est-à-dire qu'on a des profils de personnes qui vont être plus facilement harcelées. Ce n'est pas tellement qu'elles sont plus harcelées que les autres, c'est qu'elles le vivent différemment. Donc, elles s'enferment dans un système, dans un jeu relationnel de victime-bourreau qui fait qu'elles vont subir cette pression et qu'elles vont subir ce harcèlement. Donc, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus fragiles. Est-ce qu'il y a vraiment un profil de proie comme ça qui attirerait les pervers narcissiques? Certains vont dire oui. Certains disent que les pervers narcissiques sont plutôt intéressés, vont plutôt aller vers des personnes très intelligentes. Donc là, on va retrouver toutes les personnes dites haut potentiel, multipotentiel, surdouées, précoces, etc., qui seraient, selon certains, des proies privilégiées.
Moi, je ne sais pas si c'est vraiment ces profils-là. Il y a des caractéristiques qu'on retrouve dans ces profils, comme le fait de se remettre en question facilement. Donc effectivement, les pervers narcissiques aiment aller vers des gens qui vont avoir tendance à se remettre en question puisqu'ils se victimisent beaucoup et qu'ils aiment culpabiliser. Donc ce sera plus facile avec des gens qui se remettent en question. Des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de confiance en eux ou qui ont une sorte de faux self qui va vite se déconstruire tout au long de la relation. Ce sont un peu comme des vampires de vie, des vampires d'énergie. Donc ils aiment aller vers des personnes plutôt positives, plutôt enthousiastes et les détruire au fur et à mesure. J'aime bien utiliser une métaphore qui est la métaphore un peu comme sur un ring, un boxeur qui en fait passerait, tout son plaisir serait dans le fait de taper sur la personne jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Mais en fait, le plaisir n'est pas de la faire écrouler, le plaisir c'est de la faire remonter pour lui taper dessus et à chaque fois lui retirer son énergie. Donc la relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, elle réside dans ce fait que c'est un circuit sans fin, c'est-à-dire qu'elle va détruire l'objet pour à chaque fois le reconstruire. C'est pour ça qu'elle souffle le chaud et le froid en permanence, ce qui crée un état de confusion qui amène la victime à être comme ça dans un état où perte de repères, où elle n'arrive plus trop à raisonner, à penser, voire même des fois à se remettre complètement en question sur sa santé mentale. Souvent, les victimes vont vous dire j'ai l'impression d'être devenue complètement fou, complètement folle, de perdre la tête, de plus savoir si j'ai tort, si j'ai raison. Et du coup, il va y avoir comme ça tout ce système de confusion qui va être établi, qui va empêcher la personne de raisonner et qui va l'aliéner. Il y a aussi toute la toile d'araignée qui va être tissée autour de la proie pour l'isoler. Donc la première chose qui va être faite, c'est de faire en sorte que la proie progressivement perde le contact avec ses proches, avec ses amis. Alors l'idéal, c'est d'avoir déjà quelqu'un qui est plutôt isolé. Si ce n'est pas le cas, on fera en sorte de l'isoler au fur et à mesure. Ça, c'est des caractéristiques qu'on retrouve effectivement dans ces relations un peu perverses. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'image du boxeur, parce que finalement, le plaisir, c'est de détruire. Et après, il va y avoir toute cette phase de reconstruction où la personne va réalimenter le circuit de la gentillesse, de la mise à disposition, le prince charmant, la personne serviable, la personne aimable. Donc elle va valoriser. Et une fois que la victime, la proie, est reconstruite, et de nouveau, on va la dénigrer, on va la casser, on va la casser. Il se nourrit de l'énergie de vie de l'autre. Donc il a besoin finalement que l'autre reste en vie. Les pervers narcissiques sont rarement violents physiquement. Ils passent pour ainsi dire, pas à l'acte physiquement, c'est une violence qui est psychologique. Maintenant, des formes de violence psychologique, on en exerce tous. La culpabilisation, le chantage affectif qu'un parent peut faire à son enfant, c'est une forme de violence psychologique aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne peut pas baser un diagnostic juste sur quelques critères. Et aujourd'hui, mettre fin à des relations de couple en taxant l'autre de perversion narcissique, c'est l'étiqueter, c'est l'enfermer dans une pathologie qu'il n'a pas forcément. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est de se remettre en question pour savoir qu'est-ce que j'alimente moi dans ce système-là? Qu'est-ce qui fait que je tombe sur ce type de profil? Que ce soit des pervers narcissiques ou pas, mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans des relations comme ça toxiques? Parce que généralement, c'est des schémas. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir ça dans leur vie personnelle, vont avoir ça dans leur vie familiale, vont avoir ça dans leur vie professionnelle. Et généralement depuis longtemps. Donc qu'est-ce qui fait que je suis une proie? Qu'est-ce qui fait quelle responsabilité, et je ne parle pas de culpabilité, je parle bien de responsabilité, quelle responsabilité j'ai dans ce jeu relationnel qui fait que j'alimente ce système-là? Tant que je suis une victime, je subis par définition, donc si je subis, j'ai besoin de persécuteurs. Donc quelque part, si j'arrête d'être victime, si je sors de ce statut-là, forcément l'autre arrêtera d'être persécuteur.